Bonjour. Pendant ces 2 mois d'été, je me suis pas mal baladé. J'ai pas mal échangé aussi avec du monde. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, l'esprit du symptomatisme, l'approche symptomatique des choses, donc que ce soit en termes de santé ou plus largement au niveau de l'analyse du monde qui nous entoure, le modèle symptomatique, il était très difficile de s'en soustraire. Je me suis rendu compte à quel point finalement, même des personnes qui pensaient, qui espéraient avoir adopté un mode de fonctionnement plus en rupture avec le modèle symptomatique, se laissaient rapidement rattraper par ce modèle symptomatique qui veut que finalement, quand il y a un problème, on en reste au problème. On en reste à la difficulté, on en reste à la manifestation, la première chose que l'on perçoit, et on ne va pas rechercher la cause des causes. Or, vous savez souvent, vous l'avez vu dans ces vidéos, si vous suivez ces vidéos, le symptôme en fait souvent, il est vraiment sans importance. Il a plutôt tendance à nous perdre, à nous pousser dans des directions diverses. On va avoir un symptôme ici, un symptôme là, on a l'impression qu'ils sont décousus, qu'il n'y a aucune cohérence là-dedans. Et on vit dans un monde d'incohérence et d'arbitraire, d'aléatoire d'une certaine manière. C'est ce que j'ai voulu dénoncer plusieurs fois dans des conférences, et je pense que je l'avais bien fait passer. Cette espèce d'impression qu'on est soumis à une espèce d'aléatoire pervers dans lequel les choses nous tombent dessus, voilà, bon gré, mal gré, au hasard des années, au hasard des phénomènes, et puis on a telle déficience en tel produit qui apparaît dans le corps humain, alors on y répond, et puis telle déficience qui apparaît, on y répond, telle douleur qui apparaît, on y répond, et tel problème qui apparaît, on y répond, puis à toutes les échelles, au niveau sociétal, au niveau familial, il y a un problème avec un enfant, mais c'est cet enfant qu'on va les traiter, alors qu'on ne se rend pas compte que finalement c'est un déséquilibre de toute la relation familiale peut-être, et ainsi de suite. On est coincé dans le modèle symptomatique. Alors il y a des bonnes raisons à ça. On est né dedans. Et quand on est dans quelque chose, eh bien on a du mal à le remettre en cause parce qu'on a l'impression que c'est la norme. Que c'est vraiment la norme. Quand on est dans une culture, quand on est dans un état d'esprit, quand on est dans une idéologie, on a tellement l'impression que c'est l'absolue vérité et normalité qu'il est inconcevable de le remettre en cause puisque c'est la trame dont nous sommes faits. Et c'est bien là la difficulté, c'est qu'il s'agit de penser à l'extérieur d'un modèle qui a été le modèle qu'on nous a apporté étant jeune, comme inquestionnable, une absolue vérité, incontournable. Alors, la seule chance que l'on a souvent, c'est d'être interpellé par le simple fait de voir à force que ce modèle ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à force, on se dit, ouais, quand même. Bon, chaque fois je cherche des bonnes excuses, mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Absolument pas. Or, effectivement, il y a des forces de résilience du système qui sont très fortes pour nous faire croire que ça fonctionne, pour nous faire croire que certains traitements ont une efficacité qu'ils n'ont pas, pour nous faire croire que certaines technologies, certaines interventions vont apporter des résultats qu'elles n'ont pas. Et tout ça, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on a tout une batterie d'organismes qui sont là pour porter une idéologie ambiante et la reproduire encore. Et ça intervient même, je m'en suis rendu compte, là j'ai pas mal été, j'ai passé un temps là sur le continent américain, et donc je me suis un peu intéressé à ce qui se fait aux États-Unis, en Canada et ainsi de suite, et je me suis rendu compte que même dans les vidéos d'hygiénisme, de crudivorisme, d'alternatives santé, eh bien, les prenants du symptomatisme étaient encore très présents. C'est simple, et on est tous comme ça encore. Quand ça commence à secouer, quand ça commence à être compliqué, mais hop, on ressaute sur nos anciennes valeurs, vous savez. C'est un peu, on est persuadé, on comprend tout ce qui se passe, la détoxination, tout ça, on est au clair, pas de souci, on maîtrise le truc. Puis à un moment, la fièvre commence à monter, on ne sait pas trop ce qui se passe et tout, et là, hop, on saute sur l'ancien modèle, le symptomatisme, il faut couper la fièvre, il ne faut pas rigoler, non, mais là ça devient trop dangereux, je veux bien jouer, mais pas trop, et ainsi de suite, et on fait machine arrière, et on retombe dans le symptomatisme. Alors, toujours pareil, c'est vraiment, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans les conférences, je vais les dire, voilà, je souhaite vraiment que chacun d'entre nous, on puisse passer d'une forme d'adhésion à une forme de conviction. L'adhésion, c'est écouter un discours, et puis y adhérer, c'est-à-dire pas avoir cette espèce de révélation profonde en soi-même qui fait qu'on n'a pas besoin du discours de l'autre pour se déterminer. On n'a pas besoin de savoir ce que fait l'autre pour se déterminer. Parce que tant qu'on est dans l'adhésion,
on est le jouet des avis, des opinions, des petites pensées de tel ou de tel, et le net regorge de personnes qui donnent leurs opinions sur à peu près n'importe quoi, hein. Et donc oui, moi je pense que si, et puis l'année dernière, et puis moi je mange ceci, moi je mange cela, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça, et voilà comment je m'occupe de ma peau, et voilà comment je m'occupe de mes cheveux. L'important n'est pas comment on s'occupe de sa peau ou de ses cheveux, mais qu'est-ce qui est bon pour la peau ou le cheveu, peu importe d'ailleurs. Je le dis souvent par provocation, peu importe si la personne qui en parle le fait elle-même, qu'est-ce qui est bon pour les cheveux. Je veux dire, on parle d'énormément de techniques dans ces vidéos, lavement et ainsi de suite. Il est certain que par exemple, je ne les fais pas tous les jours, c'est évident. Je n'ai pas le temps matériel de les faire, ça n'empêche pas d'en parler et de penser que ce sont des bonnes techniques. Je choisis, chacun de nous on choisit. Et donc, passer de l'adhésion à la conviction, c'est passer de l'écoute de l'opinion personnelle de un tel et un tel, qui ne sont là finalement que pour faire un petit peu d'agitation médiatique. C'est assez vain, c'est pour faire parler de soi, de ses opinions, et puis on crée des polémiques, et puis on crée des pseudo-oppositions, et puis moi je pense que ceci, moi je pense que cela. Voilà, il n'a pas arrêté de descendre peut-être. Et passer réellement à une forme de révélation personnelle, dans laquelle finalement les opinions d'un tel ou un tel n'auront pas vraiment d'importance. Si la personne apporte des informations valides, eh bien elles seront intégrées à votre pool d'informations, votre quantité d'informations. Si elles ne le sont pas, peu importe ce qu'un tel ou un tel pense. Et d'ailleurs ça m'amuse souvent parce qu'on me dit oui, un tel a fait une vidéo et il pense que ceci, et maintenant il pense que cela et tout. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une façon de se faire balader par des personnes finalement qui n'ont que leur propre petite connaissance et leur propre petite expérience. L'important, c'est pas l'opinion, l'important c'est la physiologie. C'est pour ça que je vous encourage toujours à revenir à la physiologie, je vous encourage toujours à questionner ce qui est apporté dans ces vidéos et dans toutes les autres vidéos. Je vous encourage d'autant plus à le questionner si c'est apporté sous forme d'idéologie, de pensée, de peur, de croyance, et non pas de démonstration appuyée sur la physiologie. Comment est-ce que ça fonctionne dans le corps humain? Alors là aujourd'hui, on va se relancer dans un petit question-réponse, toujours pareil, pour aller au-delà de l'ignorance crasse dans laquelle on nous a plongé, pour arrêter finalement de dépendre des avis, des opinions, des jugements un petit peu à l'emporte-pièce, des pressions, des luttes de pouvoir, des luttes d'ego, des luttes de nombril, hein, de personnes qui veulent s'approprier notre sentiment, et de plutôt passer à une espèce de détermination personnelle de ce qui est bon pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos proches. Et c'est ça la pleine puissance, c'est ça retrouver la pleine puissance, et pour moi c'est un processus essentiel de la guérison. Le processus essentiel de la guérison, c'est se réapproprier la force de choix. Arrêter d'être un pion malmené entre l'opinion de l'un et l'opinion de l'autre, et puis balayer par tous les vents, et hop, l'un pense ceci, l'autre pense cela, il faut manger ceci, il faut manger cela, il faut prendre tel complément ou pas le prendre, et puis il y a des avis contradictoires sur le net. Les avis contradictoires, ils se cassent le nez sur la physiologie et comment fonctionne le corps humain. Et on essaye dans ces vidéos de montrer comment fonctionne le corps humain avec un modèle qui est simple, efficace, qui va nous donner finalement la plus directe façon d'atteindre réellement ce fameux état d'homéostasie, de pleine santé. En connaissant le cas général, en essayant d'affiner pour les cas particuliers, parce qu'il y a des cas particuliers, et c'est pour ça que certaines personnes parfois me font la remarque, me disent « Thierry, mais tu ne donnes pas de directives précises, qu'est-ce qu'il faut manger, quoi, combien ?» Mais ça, je le laisse aux donneurs d'opinion. C'est pas possible. Quiconque a une compréhension profonde de la physiologie humaine ne peut pas donner de directives précises. Alors, il y a les personnes qui disent pendant un temps, il ne faut pas manger de gras, puis après elles disent, ah mais non, finalement je me suis rendu compte qu'il fallait manger du gras. C'est très fréquent aux États-Unis, les retournements de veste comme ça. Mais en fait, leur problème, c'est qu'ils ont donné des directives à tout le monde, alors qu'en fait, ils ne connaissent absolument pas les besoins physiologiques d'un individu. On peut avoir besoin de consommer plus de matière grasse à un moment donné, parce qu'on a un besoin particulier au niveau production d'hormones, au niveau production de cholestérol, au niveau synthèse de certaines parois cellulaires. Je n'en sais rien, il n'y a que le corps qui sait. Et de la même manière, on peut avoir besoin de plus de fruits, plus de légumes, on peut avoir besoin ponctuellement, certaines personnes, effectivement, et je sais que
je sais que ça peut choquer, mais sur le plan physiologique, certaines personnes peuvent avoir besoin, parce qu'elles sont épuisées, parce qu'elles sont complètement épuisées, que leur système hormonal est complètement dans les choux, je l'ai dit et redit, eh bien, elles peuvent avoir besoin de produits animaux. De là à en faire une norme, non, c'est des modèles adaptatifs pour revenir à ce fameux état d'homéostasie. C'est pour ça que, finalement, si on ne veut pas se tromper, le seul moyen, c'est d'élaborer un cadre. Un cadre, alors ce cadre, il est simple, il est majoritairement végétal, il est absolument cru, parce qu'il n'y a rien dans l'alimentation cuite qui ne soit présente dans l'alimentation crue, et il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans l'alimentation cuite qui sont néfastes et qui ne sont pas dans l'alimentation crue. Donc il est automatiquement cru, il est majoritairement végétal, ce qui ne veut pas dire que dans les petits coins, il y a des produits animaux, il y a des petits ajouts comme ça, qui vont faire que eh bien, chacun va trouver exactement la proportion qui lui convient. C'est pour ça que quand on me sort des chiffres, des pourcentages, il faut respecter tant de glucides et tout, il y a le fonctionnement normal d'un individu à peu près équilibré, et il y a toutes les adaptations. Au travers de ces vidéos, vous avez vu toute la série sur la fatigue chronique, et Dieu sait que j'ai reçu des messages courroucés de personnes qui me disaient « Oui, mais tu parles des extraits glandulaires, tu parles des animaux, tu parles… » Je parle de physiologie. Si une personne veut survivre, c'est son choix délibéré, de le faire d'une certaine manière ou d'une autre. Je ne connais aucune espèce vivante qui se laisse mourir par excellence, par d'elle-même, c'est-à-dire qui préfère l'autre à elle-même. Je trouve même que c'est dangereux. Si un individu est épuisé sur le plan hormonal, elle a trois choix possibles. Consommer des produits animaux, prendre des extraits glandulaires ou prendre des hormones de synthèse. Voilà, des hormones de synthèse qui de toute façon ont été synthétisées la plupart du temps à partir d'hormones animales. Voilà les trois possibilités qu'elle a. Je veux dire, c'est du pragmatisme. Donc après, c'est à chacun de faire ses choix. Moi, je donne les informations. Il est certain que la souffrance animale actuellement est un problème vraiment crucial, et toutes les personnes qui peuvent récupérer la santé et se passer de produits animaux, mais tant mieux, c'est une chose merveilleuse qui, franchement, à tous les niveaux vraiment. J'ai préféré par exemple proposer pour les cas extrêmes d'épuisement, et on est toujours d'accord, pas de fantasme là-dessus, mais pour les cas extrêmes d'épuisement, des extraits glandulaires, parce qu'eux n'apportent pas d'hormones, ils fonctionnent sur un principe homéopathique, et sur le plan physiologique ça me paraît beaucoup plus adapté, parce que sur le plan physiologique, consommer des animaux c'est aussi consommer beaucoup de protéines, c'est aussi consommer beaucoup de produits polluants, hein, quand on parle de consommer du poisson, quand on parle de consommer des fruits de mer, quand on parle de consommer ce genre de produits, c'est gavé de polluants, donc de toute façon ça il faut le savoir, de métaux lourds, donc ce ne sont pas des produits de santé. Et après effectivement il y a toutes les considérations par rapport aux souffrances animales. C'est pour ça que donner des directives de manière précise, je veux dire, c'est bien joli de dire voilà, on est physiologiquement adapté à la non-consommation de viande, sauf que moi je vais avoir des personnes à l'inverse, qui vont me dire, non mais moi, je ne tiens pas. Alors on va leur dire, ouais mais c'est dans ta tête. Non, c'est pas dans ta tête, ça peut être physiologique. C'est pas les protéines, contrairement à ce qu'on a essayé de nous bassiner pendant des années, c'est pas du tout les protéines, c'est juste que ce sont des personnes qui sont épuisées au niveau hormonal, au niveau neurotransmetteur, et qui vont les chercher quelque part ailleurs, un petit peu comme la vitamine D, les choses comme ça, qu'on n'arrive plus à synthétiser pour certains d'entre nous, et qu'on va chercher ailleurs. C'est juste toujours ce problème. Alors on essaie vraiment dans ces vidéos de sortir de l'idéologie, de sortir du dogmatisme et de rentrer dans vraiment la connaissance, la physiologie, de dégager des règles claires, simples, et à partir de là, de permettre à chacun d'élaborer son propre chemin de santé, de vraiment élaborer son propre cheminement de santé. On va commencer tout de suite parce que sinon on va encore faire des intros. Je m'étais promis cette année de ne pas faire des intros trop longues. Alors, question de Cédric. Bonjour Thierry, j'ai besoin de tes conseils et des solutions pour la problématique de mon fils Kayan, âgé de 4 ans. Hier, nous sommes allés effectuer un contrôle dentaire chez le dentiste et le diagnostic est une déminéralisation des dents et du corps aussi. Je l'imagine. Ben oui, bien sûr. Tu sais, les dents, enfin du corps, oui, du corps complètement. Les dents, ce n'est qu'un reflet extérieur de notre structure osseuse globale, mais aussi de tous nos tissus, puisque nos tissus, il faut bien comprendre que quand on parle de déminéralisation, on parle de déminéralisation au niveau des os, au niveau des dents, au niveau des ongles, au niveau des cheveux, hein, enfin au niveau des cheveux, oui, au niveau de la pousse des cheveux, mais on parle avant tout de déminéralisation au niveau des tissus. Tous nos tissus sont faits de calcium, de magnésium, principalement de calcium. Il y a beaucoup de calcium dans les tissus.
dans les tissus conjonctifs de l'organisme, ce qui fait que tout ce qui sous-tend nos organes, tous les tissus de l'organisme, les vaisseaux, vaisseaux sanguins, vaisseaux lymphatiques, eh bien, quand il y a des minéralisations, ils sont fragilisés, énormément fragilisés. Donc effectivement, c'est à l'échelle de tout le corps. Les minéraux sont aussi essentiels dans tout ce qui est la transmission de l'influx électrique au niveau du système nerveux. Donc qui dit déminéralisation dit perturbation du système nerveux. Quand on dit déminéralisation, on dit faiblesse des tissus, faiblesse des os, faiblesse des dents, on dit faiblesse nerveuse aussi, globalement, faiblesse globalement de tout le corps. Alors l'effet passé, le jour de ses 3 ans, il est tombé d'un banc d'une hauteur d'1 mètre et s'est fracturé l'humérus. Depuis ses 14 mois, nous lui avons donné 2 fois par jour des biberons de lait de riz. Ce n'est que tout récemment que nous avons pris conscience que dans cette marque de lait de riz bio vendue en grande surface, il y avait rajouté du sucre. Mais ouais, c'est des filous, il faut vraiment arriver à lire les étiquettes maintenant d'une façon assez extraordinaire. Très touchés par cette nouvelle, nous avons cessé immédiatement. Vivant séparés, les grands-parents, la maman et moi-même, nous partageons une garde alternée de Cayenne avec 3 alimentations différentes. Je suis dans l'alimentation vivante crue végane depuis 9 mois et ce n'est pas facile de faire comprendre à mes parents et à mon ex de stopper les sucres blancs, les produits laitiers et le gluten. Comment faire pour qu'ils retrouvent une réserve de minéraux dans ces conditions? Et le corps pourra-t-il à nouveau les assimiler? Alors, est-ce que le corps pourra à nouveau les assimiler? A priori, c'est un jeune, c'est un enfant. Ce qui peut limiter l'absorption des minéraux et le fonctionnement de la balance minérale, c'est la glande thyroïde et la glande surrénale. Pour des jeunes, quand même, a priori, on va postuler que ça fonctionne à peu près de manière adéquate, qu'ils ne sont pas trop congestionnés. Donc de ce côté-là, je ne m'inquiète pas trop. Le truc qu'il faut savoir, c'est que, et je le répète souvent, il y a 2 jours encore, je parlais avec une maman d'un problème de déminéralisation et de dents chez un enfant de 4-5 ans. Les enfants héritent du patrimoine minéral que la maman peut bien leur donner. Or, comme de génération en génération, eh bien, on épuise de plus en plus notre patrimoine minéral, on a de moins en moins de minéralité. Pourquoi? Parce que l'alimentation est de plus en plus déminéralisée, parce que les rythmes de vie consomment énormément de minéraux, avec un stress oxydatif très important. Parce que notre mode de vie global ne pousse pas vers la reminéralisation, pas assez de temps passé au soleil, et ainsi de suite, eh bien, de génération en génération, c'est un épuisement minéral auquel on assiste. Et effectivement, les enfants qui ont 4-5 ans, pardon, actuellement, eh bien, présentent des soucis de déminéralisation extrêmement profonds. Et je vois de plus en plus d'enfants de cette classe d'âge-là, entre 4 et 7-8 ans, j'ai l'impression que là, vraiment, la déminéralisation atteint des points qui fait que dès 3-4 ans, ils ont des problèmes dentaires énormes. Alors, bon, mais quelle est la solution? La solution, c'est apporter une quantité massive de minéraux à ces enfants. Ça, c'est bien simple. Alors, c'est pour ça que souvent, on vient me chercher avec l'histoire des extracteurs de jus, qui n'est pas naturel, tout ça. Enfin, voilà, c'est l'espèce de tarte à la crème qu'on nous sert tout le temps. D'ailleurs, c'est même lassant, parce que ça serait intéressant d'avoir d'autres arguments. Je pense qu'effectivement, dans les années à venir, l'extracteur de jus va devenir quelque chose d'absolument vital pour ces enfants qui sont complètement déminéralisés. Parce que je ne vois pas le moyen de leur apporter des minéraux de manière colossale et biodisponible, de manière naturelle, non pas en allant chercher des petites pilules dont une toute petite partie va être bioassimilable et puis dans lequel finalement il va y avoir des tas d'excipients, des tas de produits annexes qu'on ne maîtrise absolument pas. Mais simplement en ayant des bons légumes, principalement pour la reminéralisation, poussés localement, poussés dans le jardin, poussés chez les voisins, poussés chez le copain maraîcher qui est juste à côté, qu'on a juste tiré du sol et qu'on va passer dans le juiceur de manière finalement à absorber une quantité de minéraux beaucoup plus grande. Et ça sera quelque chose, ça sera toute une vie parce que le déficit minéral sera tellement grand qu'il faudra que ces enfants, ça sera juste une habitude de santé, je vois pas comme la brosse à dents. La brosse à dents, c'est pas naturel, pourtant on se brosse les dents. Tiens, on va y revenir à la brosse à dents. Il y a des tas de choses qui sont absolument pas naturelles et pourtant qu'on a intégrées dans nos processus de santé. C'est absolument pas naturel de se brosser les cheveux, c'est absolument pas naturel et pourtant on le fait, d'accord? Mais là, je pense que ça deviendra absolument normal et routinier d'avoir son verre de jus. Et je m'en réjouis parce que je trouve ça extrêmement joyeux. Dans le style amélioration, mais je trouve que c'est une très très belle amélioration. Donc oui, je pense que les enfants actuellement ont un besoin crucial, le plus tôt possible, de consommer des jus de légumes. Oui, ça je le pense, de prendre cette habitude pour que ça soit intégré. Je pense que plus on commence tôt, plus pour eux ça sera la normalité et plus ils auront besoin de leur jus de légumes. On commence par des jus de légumes simples, carottes, jus de carotte, la couleur est jolie. Avec les enfants, attention, il faut vraiment partir sur des couleurs qui plaisent. La couleur est jolie
Et puis on balance du jus de carotte, principalement des jus de légumes, je l'ai expliqué. L'intérêt des extracteurs de jus, pour moi, est dans le jus de légumes. On met quelques fruits, ok, pour ajouter du sucre et ainsi de suite, mais des jus de légumes, puis petit à petit on passe des verdures dedans, et avec des racines, avec des verdures, on arrive à une minéralité, un apport de minéraux, qui va être constant sur toute la vie. Alors après, il faudra toujours vérifier que la glande thyroïde pour l'assimilation du calcium fonctionne et n'est pas trop congestionnée, que les glandes surrénales qui gèrent à peu près tous les autres équilibres minéraux ne sont pas trop congestionnées, que tout ça, ça fonctionne bien. Et à ce moment-là, la reminéralisation, elle se fera. Non seulement au quotidien, il y aura un apport de minéraux qui fera qu'il ne souffrira pas trop de déminéralisation, et même je pense, moi, et je postule ça, qu'on peut inverser cette spirale de la dégénérescence. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une zone de fracture, c'est-à-dire que l'humain devient de moins en moins viable. Par contre, on a un moyen vraiment de régénérer la lignée. C'est pour ça que chacun de nous porte une responsabilité colossale. On a vraiment moyen de régénérer la lignée, de reminéraliser, de relancer le système hormonal, de soutenir le système nerveux et de faire en sorte que les enfants qui vont naître ne seront pas plus faibles, mais commenceront à retrouver de la force minérale, de la force hormonale, de la force nerveuse. Donc ça, c'est très encourageant. Par rapport aux dents, je fais une petite aparté. On ne se rend pas compte que, bon, bien sûr, les sucres simples, s'il y a du sucre dans ton lait végétal, c'est un gros problème, mais on ne se rend pas compte à quel point aussi le facteur d'agression des dents, on accuse toujours les bactéries. Non mais les bactéries, c'est simple. Pourquoi est-ce que des bactéries, des micro-organismes apparaissent? Tu as une pièce, tu pars en vacances, ok? Sur ta table, tu laisses des fruits qui vont commencer à pourrir. Quand tu vas rentrer, eh bien, tu auras des tas de micro-organismes qui seront développés sur ces fruits. Ils étaient présents potentiellement dans l'air, dans l'environnement, et ils se sont manifestés, ils ont été suscités par le fruit pourrissant. Si tu n'as pas de fruits, qu'en partant de chez toi, tu fais le ménage, c'est clean au possible. Quand tu vas rentrer, tu n'auras pas tous ces micro-organismes qui seront développés. C'est aussi simple que ça. Les bactéries et les micro-organismes dans le corps, ils n'apparaissent que pour répondre à une putréfaction, à une pourriture, à une présence de matériaux qui sont des déchets. C'est tout. Quand vous voyez des micro-organismes dans le corps proliférer, dites-vous que c'est parce qu'il y a des déchets. Et que les micro-organismes ne sont pas le problème c'est les déchets. Alors que ça soit au niveau des dents, que ça soit au niveau des intestins, que ça soit dans les ganglions, quand on voit une prolifération de micro-organismes, ils ne sont là, ils sont suscités par la présence de déchets uniquement, et ils sont là pour résoudre le problème. Et la seule action positive qu'on puisse avoir, c'est pas de supprimer ces bactéries et ces micro-organismes, là avec des bains de bouche antibactériens, c'est juste de la folie, ou avec des produits qui vont empêcher le fonctionnement de tous ces micro-organismes au niveau des ganglions lymphatiques avec des anti-inflammatoires et des produits comme de ce type, mais au contraire en comprenant que c'est la présence de déchets, que peut-être il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de déchets. À ce moment-là, les micro-organismes ne seront plus là. Donc sortir d'une vision symptomatique simpliste et rentrer dans une vision large. Alors pour le coup des dents, il y a une chose que les gens ne réalisent pas, c'est que bon, les bactéries elles sont là parce qu'il y a des déchets, mais surtout quel est l'élément le plus agressif pour les dents? Eh bien, c'est la salive. On ne se rend pas compte que nous avons une salive qui devrait être alcaline, alors que notre salive est acide. Et pourquoi est-ce qu'elle est acide? Parce qu'il y a tellement d'acidité dans ses intestins que ça remonte au niveau de la bouche. C'est simple à tester avec un papier pH, on mesure, la plupart des salives sont acides. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut que tu te brosses les dents tous les jours. Alors imagine, tu as une salive bien acide, tu as un truc bien corrosif, tu prends ta brosse à dents, et puis consciencieusement, et c'est comme si tu verses de l'acide chlorhydrique sur une tôle et puis que tu frottes avec une bonne brosse. Déjà, si tu verses ton acide, tu vas voir, ça va décaper. Et si tu frottes avec ta brosse, tu vas en rajouter une couche. Donc, on nous dit de nous laver les dents, de nous brosser les dents. Moi, je dis OK, mais si ta salive est acide, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. C'est pour ça que je pense que plus une personne a des problèmes dentaires, plus elle a une salive acide et un milieu acide, et moins elle a intérêt à se laver les dents avec une brosse à dents. Il y a des tas d'autres moyens. Il suffit simplement, il y a un truc moi, que j'aime beaucoup, c'est le jet dentaire. Ça permet de nettoyer ces fameux déchets. Là, on répond à la problématique des déchets réellement, chose à laquelle on n'arrive pas avec les brosses à dents. Deuxièmement, si quelqu'un veut vraiment se brosser les dents, moi je lui conseillerais d'abord de se gargariser avec un lait d'argile ou avec du bicarbonate de soude, par exemple, de manière à un petit peu alcaliniser le milieu, et de manière à faire en sorte que quand il va se brosser, il ne va pas se brosser à l'acide, mais il va se brosser avec quelque chose d'alcalin. Mais franchement, moi pour les gens qui ont les dents très très fragilisées parce que déminéralisées, le problème des dents,
c'est la déminéralisation. Déminéralisation, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de minéraux et parce qu'on s'acidifie en permanence par notre alimentation et par notre mode de vie. Attention, attention. Je dirais que, attention aux brosses à dents, je dirais que la meilleure des solutions, je pense que c'est plutôt une eau d'argile, on se gargarise, comment ils disent, les Américains, flusher, là, donc on se rince la bouche un petit peu, Oh, il y a des rapaces. Je peux pas vous les montrer. Ah, il y a quoi? Il y a des dizaines de rapaces gigantesques dans le ciel. Ah, c'est magnifique. Incroyable. Ah, puis c'est des gros bestiaux. Ils doivent faire 2 mètres, 2 mètres 50 d'envergure. Ah, il y en a quoi? Il y en a une vingtaine. J'ai jamais vu ça. D'habitude, ils sont jamais ensemble. Wow. Merci les gars. Donc déjà alcaliniser ce milieu buccal et le plus souvent possible dans la journée. C'est pour ça que, par exemple, les gens qui ont une salive acide et qui ont des problèmes de dents, je recommande souvent, il me semble que c'est une bonne option, que le soir en allant se coucher, eh bien de se mettre un petit morceau d'argile concassé dans la bouche, hein, qui va doucement se dissoudre pendant la nuit. Alors bon, c'est pas très glamour, hein, faut pas faire de... Pendant la nuit, si on se réveille d'un seul coup avec le conjoint et puis qu'il nous voit avec la bouche toute verte, ça peut faire spécial, ça peut faire un peu freak show, quoi. Donc attention aux films d'horreur qui se placent dans la nuit. Mais si on prévient les conjoints, les enfants qui se prennent pas un arrêt cardiaque, pendant la journée c'est difficile de se balader avec de l'argile plein les dents, c'est pas très glamour. Par contre la nuit c'est possible. Or comme la nuit c'est le moment de plus forte détoxination pour le corps, je pense que c'est une vraie bonne option. Donc c'est chuchoter ce caillou d'argile. Le plus souvent dans la journée, eh bien, se gargariser, on peut avoir une petite bouteille avec du bicarbonate de soude par exemple. C'est pas pour le boire, mais c'est pour se gargariser, ça peut aider. Les jus alcalins au maximum, et puis on peut les garder en bouche un petit peu et faire en sorte qu'on alcalinise ce milieu buccal en permanence, parce qu'en fait le gros problème la plupart du temps c'est cette salive qui est extrêmement acide et qui vient attaquer. Les bactéries, on les accuse, les bactéries elles sont là uniquement pour consommer les déchets. Et la plupart du temps, c'est les déchets à la surface des dents. On les rend responsables d'à peu près tout. Là, c'est de l'idéologie, pure idéologie. On prend des bains de bouche antibactériens, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Effectivement, les bactéries, en consommant ces déchets, elles rejettent un tout petit peu d'acide à la surface des dents, mais la plupart du temps, c'est vraiment les attaques acidifiantes, mais des produits acidifiants, comme le sucre blanc, là, ce dont on parle. Effectivement, le sucre blanc est extrêmement acidifiant. La déminéralisation, elle vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Comment le faire comprendre à la maman et aux grands-parents, tu peux essayer de leur expliquer ça. Simplement, la déminéralisation à l'échelle de l'enfant, c'est au niveau des dents, c'est au niveau des os, c'est au niveau de tous les tissus déjà. Donc ce qui se manifeste au niveau des dents, la fragilité au niveau des dents va être globalement dans tout le corps. Deuxièmement, qu'il faut réapporter une minéralisation globale, c'est-à-dire limiter les produits acidifiants. Qu'est-ce que c'est les produits acidifiants? C'est tout sauf les fruits et les légumes. Tout sauf les fruits et les légumes, c'est acidifiant. C'est pour ça que ces produits-là ne pourront rester que dans une portion congrue, ponctuelle, mais pas à moyen et à long terme dans un régime. Un régime de santé, c'est un régime qui va reminéraliser, surtout vu le niveau de minéraux dans les chaussettes duquel on démarre, vu les stress, les contraintes de la vie moderne, on a intérêt à balancer un maximum de minéraux. Ça, il n'y a pas à tortiller. Donc le coup de l'argile la nuit, ça c'est très très bien pour les dents, très très bon pour les dents à sucer comme ça. Ça fait de grands bénéfices. Voilà, écoute Cédric, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Oui, le sucre blanc est extrêmement déminéralisant. C'est une SALOPEDRIE, ça il n'y a pas de souci. C'est là aussi, c'est pour faire, on va pas rentrer dans la polémique. Mais sauver les dents de ces gamins, quoi, sérieusement, hein, ça craint vraiment, ça craint vraiment. Alors, Michel, sur la B12, tiens donc, et c'est une rentrée en fanfare, hein, les dents, la B12. Alors, salut Thierry, salut Michel, je voulais te parler de la vitamine B12, cool. Il paraît que nous sommes globalement carencés et que dans ce cas-là, il faut absolument se supplémenter et préférentiellement sous forme de piqûres intraveineuses de B12. Tu crois que c'est nécessaire? Intraveineuse, on va éviter. Non, déjà quand ils se font des picouzes, les mecs, c'est de l'intramusculaire, pas de l'intraveineuse. Il vaut mieux pas piquer dans les veines avec de la B12 parce que ça va secouer. Mais ouais, je sais qu'il y en a qui se font de la...
c'est très à la mode. Je pense que c'est tu veux parler là des deux Australiens là qui font le buzz là tout le temps. Et ouais, ouais, je sais qu'à un moment ils prenaient vraiment la supplémentation. Alors écoute, attends, je vais prendre toute ta question. Puis, à quoi sert la vitamine B12? Ah ouais, voilà, déjà bonne question. Et sa carence est-elle un problème? Et dis-moi, pourquoi autant de végétariens français reconsomment des produits animaux actuellement? J'ai dû rater un épisode, je ne savais pas que les végétariens français, si les végétariens français consomment des produits animaux actuellement, surtout des crustacés, il paraît que c'est le meilleur pour la vitamine B12. Oula, j'ai raté un épisode, moi, cet été, quoi. Surtout des crustacés. Il paraît que c'est meilleur pour la vitamine B12. Ouais, et puis l'avantage des crustacés, c'est que tu les vois la nuit, tellement ils sont fluorescents aussi. C'est très très bien, là, pour les repérer. Tu n'as même pas besoin d'avoir une lampe, tu peux en manger toute la nuit, si tu veux. Les crustacés, actuellement, c'est le truc le plus chargé en métaux lourds et en polluants qu'on puisse imaginer. Alors ouais, tu vas peut-être faire remonter tes taux de B12 si tu veux avec ça, mais tu vas faire remonter aussi tes taux de mercure, d'aluminium, d'arsenic. Donc, bon appétit. Non, non, les crustacés, et ça filtre une quantité d'eau de mer, mais absolument colossale, je veux dire. Donc, non, non, les crustacés, c'est certainement le dernier des trucs à manger, de toute façon. Ah, et puis, pour entre nous soit dit, manger des porcs, enfin, des crabes et tout, aller se battre pour manger des mollusques et des crustacés, c'est moyen, quoi. Ça n'a jamais été trop mon truc, moi, perso. Alors, on va essayer. Je prends toute ta question. Je la dis globalement quand même, mais je sens qu'on va rigoler. On voit même des leaders du mouvement cru sur YouTube se faire des injections de B12. Ah ouais, ben ouais, tu dois parler des Australiens. Je ne regarde pas toutes les vidéos sur le net, je suis désolé. Prôner les produits animaux comme quoi le végétarisme ça marche pas, etc., etc. Bref, je suis perdu. Faut-il vraiment s'injecter de la B12 pour être en bonne santé et est-ce raisonnable de le prôner? Merci pour ton boulot hors des dogmes, des apparences et du nombrilisme ambiant. Michel. Et je crois que j'avais vu qu'il y avait une autre question. Tu avais rajouté, ah oui, B12 suite. Il paraît aussi que les animaux ne contiennent plus de B12 car les sols sont appauvris et que même les vaches se font piquer. Pourquoi pas nous? Ben ouais. Les vaches se font piquer, alors nous aussi. Les pauvres vaches. Je pense pas qu'elles aient demandé à se faire piquer. Hein. Alors, bon, on devait déjà reprendre cette question. Alors, il paraît que les animaux ne contiennent plus. Alors, le B12, la B12. Les mecs, déjà soyons clairs. Quand on parle d'idéologie, la B12, c'est le fer de lance de toute une idéologie pro-viande. Il faut se rendre compte à où est-ce qu'on en est. Hein. Alors, les animaux ne contiennent plus de B12 car les sols sont appauvris, que même les vaches se font piquer. Et les animaux, comme les hommes, les mammifères, normalement, s'ils fonctionnent de manière adéquate, ils produisent la B12 dans leurs intestins à partir de bactéries spécifiques. Il y a un facteur intrinsèque qui permet l'assimilation de la B12 qui est produit dans l'estomac et c'est tout. Les vaches, elles n'ont pas tant besoin de le trouver dans leur alimentation. Ça, c'est un truc qu'on nous raconte toujours. Les sols sont appauvris, donc il faut rajouter de la B12 aux vaches. Non, c'est pas tant parce que les sols sont appauvris qu'il faut rajouter de la B12 aux vaches, parce qu'on nous donne à bouffer n'importe quoi aux vaches et qu'elles ont un biotope intestinal comme l'homme qui est complètement à l'ouest, c'est-à-dire complètement déséquilibré. Les bactéries qu'il y a dans le sol, c'est pas la source principale de vitamine B12, c'est ce qu'on raconte tout le temps, mais c'est faux, c'est archi faux. La vitamine B12, elle est produite dans les intestins par des bactéries. Si elle n'est pas produite dans les animaux, c'est parce qu'on leur donne à manger n'importe quoi. Alors en cela, ouais, on est similaire aux vaches. C'est-à-dire qu'on nous donne à manger absolument n'importe quoi. La vache, on lui donne à manger de ses congénères alors qu'elle doit manger de l'herbe. On lui donne de moins en moins à manger de l'herbe. On lui donne à la limite du pauvre foin complètement dénaturé, complètement sec, dans lequel il n'y a plus de chlorophylle, il n'y a plus d'éléments vitaux. Et nous, on est exactement pareil. Donc ça, c'est le premier problème. Donc je reprends ton autre question. Alors, il paraît que nous sommes globalement carencés. Alors, on n'est pas globalement carencé, on dit qu'à peu près la moitié de la population est carencée en vitamine B12. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Attention, hein, ça veut dire qu'on a élaboré des normes et que si tu es en dessous, il y a un problème. Et dans ce cas-là, il faut absolument se supplémenter et préférentiellement sous forme de piqûre intraveineuse. Donc j'ai dit, c'est pas de l'intraveineuse, c'est l'intramusculaire. Sinon, tu vas vraiment... Alors là, tu vas te faire une expérience hallucinante. Tu vas être scotché au plafond. Piqûre intramusculaire de B12. Tu crois que c'est nécessaire? Alors déjà non, parce que de toute façon, imaginons, et ça on va voir, imaginons que quelqu'un ait des taux faibles de B12. Imaginons qu'elle pense que ça a une réelle influence sur sa santé, que c'est vraiment le problème. Imaginons qu'elle veuille remonter ses taux de B12. La piqûre intramusculaire, c'est un des moyens les plus inefficaces, enfin les plus inefficaces, pas le plus inefficace. Le plus inefficace, c'est d'avaler des gélules gastro-résistantes, parce que alors là, ça ne sert pas à grand-chose. Le mieux, c'est le sublingual.
le sublingual est bien plus efficace que l'intraveineuse. Ça évite de jouer au junkie. Enfin, je veux dire, franchement, aller se faire des piqûres intramusculaires de vitamine B12, pour moi, ça me paraît un pure folie. Mais je te dis, je pense voir à qui tu fais référence. Là, il y avait tout un forum là, anglais là, où il faisait beaucoup ça, anglais ou anglo-américain. Et effectivement, il prônait la piqûre, les injections. Mais c'était plus pour attirer l'attention, pour faire les malins qu'autre chose. Donc, je ne savais pas qu'il le faisait encore. D'après moi, c'est une énorme erreur. Il y a du sublingual. Si tu veux vraiment prendre de la vitamine B12, et on va voir après les restrictions, tu prends de l'hydroxycobalamine ou de la méthylcobalamine, pas de la cyanocobalamine. Et la vitamine B12, c'est la cobalamine. Tu ne prends pas un truc qui est sur substrat cyanurique, parce que ça, c'est pas du tout adapté. L'hydroxycobalamine en sublingual, elle existe bien. Elle est bien assimilée. Elle est plus efficace que les injections intramusculaires. Franchement, aller se faire une picouse, merci quoi. Surtout que c'est rigolo parce que les gens qui se faisaient ça à l'époque, je savais pas que ça durait encore, mais les gens qui se faisaient ça à l'époque, c'était les mecs à monter sur leurs grands chevaux quand tu leur parlais d'extracteur. Ouais, l'extracteur c'est pas naturel. Sur les lavements, ouais, les lavements c'est pas naturel. Puis les mecs ils se font des picousses de B12, tu sais, c'est le truc, c'est cohérence quand tu nous tiens, c'est top niveau quoi. Alors, à quoi sert la vitamine B12 et sa carence est-elle un vrai problème? Alors voilà la bonne question. À quoi sert la vitamine B12? La vitamine B12, comme beaucoup de vitamines du groupe B, hein, elles sont utiles. Alors, elles ont un spectre d'utilisation qui est assez important. Au niveau des processus cognitifs, dans la transmission de l'influx nerveux, la vitamine B12 est très très importante. Au niveau de l'élaboration des neurones au niveau du cerveau, la vitamine B12 est très importante. C'est un cofacteur dans l'assimilation de pas mal de nutriments. C'est valable pour bon nombre de vitamines B. Hein, la B6, la B9 par exemple, la B9 qui est responsable du métabolisme de l'acide folique, d'après moi, est plus importante même que la vitamine B12. D'habitude, ce qu'on cible comme une déficience en vitamine B12, c'est plutôt une déficience en vitamine B9. On va dire que c'est globalement le groupe des vitamines du groupe B. Alors, à quoi elle sert? À beaucoup de choses. Et tu tapes Wikipédia, tu vas voir, elle sert à beaucoup de choses, comme énormément d'éléments dans l'organisme. Le calcium sert à beaucoup de choses. La vitamine B2, B1, B6, B9, B8. C'est rigolo, il n'y a pas de B4 et il n'y a pas de B7. J'ai jamais su pourquoi. Et ça m'a toujours amusé. S'il y a quelqu'un qui sait pourquoi il n'y a pas de B4 et il n'y a pas de B7, jamais entendu parler. Donc la B12 a le vent en poupe parce que ça est devenu un truc à la mode. C'est devenu vraiment un truc à la mode. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, on teste la vitamine B12. Donc il y a des normes. Alors ce qu'on sait, c'est que c'est absolument pas la consommation de produits animaux qui va faire que tu vas en avoir ou ne pas en avoir. Moi, j'ai été pendant une très longue période végétalien, j'avais des taux de B12 qui étaient très élevés. Après, une chose qu'il faut savoir, c'est que les mecs qui te disent « je me suis mis à un régime végétarien et ma B12 est dans les choux », alors déjà, hein, s'il y a moins de 4 ans qu'ils ont adopté le régime végétarien, ils mentent. Hein, parce qu'on a des réserves. Les besoins en vitamine B12, ils sont microscopiques dans l'organisme. C'est pour ça que c'est bien gentil de se faire des injections intramusculaires de vitamine B12. Mais quand tu apportes massivement un élément dans l'organisme, qu'est-ce que tu fais? Tu déséquilibres tout le reste. Donc déjà, C-O-N-N-E-R-I-E massive. Hein, et physiologiquement parlant, ben, moi je suis inquiet pour les personnes qui font ça. C'est pas très malin. Deuxièmement, on a des réserves pendant à peu près 4 ans qui se situent au niveau du foie. On a des réserves colossales. Donc les personnes qui te disent « Ah ouais, depuis que je suis végétarien, ma vitamine B12 est dans les choux et ça fait 6 mois, 1 an qu'elles sont végétariennes », eh ben c'est la connerie. C'est la connerie. Leur vitamine B12, elle n'est pas tombée pour autant parce que de toute façon, ils avaient des réserves dans le foie colossales. Ensuite, on teste la vitamine B12. Elle est basse, par exemple, et on va te dire « Ah mais tous tes problèmes, c'est la vitamine B12 ». Alors, en pratique, et ça je te parle pour en avoir discuté avec des médecins, je ne te parle pas d'idéologie ou de trucs qui traînent sur le net, on sait très bien que la carence en vitamine B12 s'accompagne ou ne s'accompagne pas des signes typiques qu'on associerait à la carence de vitamine B12. Il y a un truc qu'il faut comprendre, si tu n'as pas assez de vitamine B12 dans le corps, c'est parce que tes intestins sont totalement pourris, que ton biotope intestinal est complètement
déboussolé. Et que la plupart du temps, si ton biotope intestinal est complètement déboussolé, ça veut dire que tu vas avoir une hyperperméabilité, c'est-à-dire que tu vas avoir des intestins qui sont super encroûtés, ça veut dire que tu vas avoir un phénomène majeur qu'on appelle l'endotoxémie, c'est-à-dire que tu as énormément de produits toxiques qui passent depuis l'espèce de cloaque nauséabond qu'on appelle les intestins jusque dans ton milieu intérieur, que tu auras beau avoir le meilleur régime du monde, tu seras en permanence en auto-intoxication. Comme tu es en auto-intoxication, ça sollicite énormément ton système nerveux et ton système glandulaire, que tu seras certainement en épuisement chronique. Et les mecs me disent « Ah, j'ai manque de vitamine B12, alors je suis fatigué. » Et c'est pas le manque de vitamine B12. Le manque de vitamine B12, c'est une autre des manifestations d'un phénomène qui est beaucoup plus profond, c'est l'endotoxémie, c'est-à-dire la congestion globale de tes intestins. Et effectivement, si on se fait des shoots de vitamine B12, on ne répond absolument pas au problème. Ça va peut-être améliorer un petit truc de ci, de là. Au besoin, si ça a une amélioration sur la vitalité d'un individu, ça sera parce que ça aura un côté extrêmement stimulant, parce que c'est toujours pareil. Quand on envoie des surdoses d'un produit, hein, les besoins en vitamine B12, je crois, c'est 20 microgrammes par jour ou un truc comme ça, quoi. C'est 20 microgrammes par jour, c'est très très faible, très très faible. Le mec qui mange 100 grammes de steak, il en a pour plusieurs semaines, je crois. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, c'est pas ça le problème. Mais de toute façon, on en produit de la vitamine B12 dans les intestins, à condition de ne pas avoir les intestins trop pourris. Le problème, c'est que si on n'en produit pas assez, c'est uniquement parce qu'on a les intestins complètement congestionnés. En s'injectant de la vitamine B12, on déséquilibre tout le système, premièrement. Deuxièmement, on ne répond pas au problème. Le problème étant la congestion des intestins. Et donc, on rate complètement la cible. Et puis, c'est toujours pareil. On est dans le symptomatique, on s'accroche. C'est une espèce de hocher, tu vois. C'est une espèce de gris-gris de hocher, tu vois. C'est vitamine B12. Alors, on est fatigué. On voit que nos taux de vitamine B12 sont bas. Alors, on dit, ah, on est fatigué parce qu'on manque de vitamine B12. Ah, mais ça, c'est peanuts. C'est pas de l'analyse physiologique. Donc, ça, c'est juste de l'idéologie. C'est juste de la mode. Alors, tu as les végétariens. En fait, ce qui se passe, je vais t'expliquer ce qui se passe. Globalement, je vais t'expliquer. On est dans l'état où on est. C'est-à-dire, globalement, déminéralisé, fatigué au niveau hormonal dans les choux, et ainsi de suite. Je remonte le micro. On est dans l'état où on est. Un jour, on commence à s'intéresser au sort animal. Et là, clairement, c'est pas jouasse. La façon de traiter les animaux absolument actuellement, ça tient de la barbarie. Et encore, enfin, je veux dire, c'est une offense faite aux barbares, c'est juste absolument intolérable. Donc, légitimement choqué par ce que l'on voit, il suffit d'écouter les discours là, de Gary Ugolski, par exemple, ou tous les films qui ont été faits sur la maltraitance animale, c'est juste absolument atroce. Absolument atroce ce qui est fait, et c'est inacceptable. Et participer à ça, effectivement, c'est un vrai questionnement éthique que je pense que chacun doit se poser. Donc, choqué par ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, on se dit, je passe dans un régime végétarien. Alors, deux problèmes. Déjà, si on passe dans un régime végétarien avec céréales et légumineuses, on est mal barré. Mais alors vraiment très 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 mal barré. Parce qu'effectivement, les animaux, on va un peu moins en manger. Par contre, nous, on va être de plus en plus mal. Pourquoi? Parce qu'on va se bourrer de colle toute la journée, de légumineuses qui contiennent énormément de protéines et de purines dont on n'a absolument pas besoin, qui sont extrêmement congestionnants pour l'organisme. Ok. Bon. On va un peu plus loin, on se dit, ouais, il faut quand même mettre une grande quantité de fruits et de légumes là-dedans. Et puis les personnes qui font ça, elles commencent le régime végétarien, cru plus ou moins, pendant un temps ça va bien, puis ça commence à nettoyer, et puis là elles se sentent de plus en plus fatiguées, de plus en plus fatiguées. Et comme elles ont adhéré à ça par idéologie, elles cherchent des solutions, et je comprends, c'est pas marrant d'être fatigué. La seule chose dont elles ne se rendent pas compte, c'est qu'elles étaient déjà épuisées avant, simplement elles tenaient grâce au fait de pomper leurs hormones et leurs neurotransmetteurs chez les animaux. Elles ont arrêté, et donc elles se rendent compte de l'état d'épuisement réel du système. Sauf que ça, on ne veut pas le reconnaître. Et donc d'un seul coup, on leur dit, voilà, le régime végétarien, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que si tu es trop épuisé, au niveau hormonal, tu vas pas être suppléé. Donc c'est pas que ça marche pas, ça veut rien dire, ça marche pas. Donc les retournements de veste, parce qu'on a adhéré à quelque chose, ils sont fréquents. Alors on nous sert la vitamine B12, on s'y accroche comme un grillé, on se dit, ah, mais c'est ça qui allait pas, c'est ça qui allait pas. Non, c'est pas ça qui allait pas. Ce qui va pas, c'est que tu as tes intestins qui sont complètement pourris, et qui t'envoient une toxicité permanente dans l'organisme, que cette toxicité, mais que tu dormes, que tu manges des fruits, tu as toujours en permanence des produits toxiques qui passent dans l'organisme. Je l'ai dit au Canada, j'ai dit, les deux métiers les plus importants dans notre société,
c'est les deux métiers certainement qui sont les moins glamour, hein. C'est éboueur et hydrothérapeute du côlon. Je dis hydrothérapeute du côlon ou le simple fait de se faire des irrigations coloniques chez soi pour se nettoyer les intestins. T'imagines, tu es à l'école, on te dit il fait quoi ton papa, si tu lèves la main, tu dis il est éboueur. C'est pas le truc, c'est pas glamour. Pourtant, c'est le métier le plus important dans notre société, l'un des métiers les plus importants. Si on n'évacue pas les déchets à l'échelle d'une ville, qu'est-ce qui arrive tout de suite? Toutes les bactéries, tous les micro-organismes, les rats et ainsi de suite. Pourquoi faire? Pour nettoyer les déchets, hein, simplement. Mais on n'aime pas cette fonction de nettoyage. Pourtant, on devrait décerner une médaille du mérite à toutes les personnes qui s'en occupent. Parce qu'ils acceptent de faire des choses que nous, on ne veut pas gérer. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos déchets, on les met dans la poubelle, on ferme notre poubelle, on la sort dehors et puis je m'en lave les mains. Hein, et au niveau du corps, c'est exactement la même chose. Si tu lèves la main, tu dis mon papa il est hydrothérapeute du côlon, bon, avec un peu de chance, personne ne saura ce que c'est. Donc c'est cool, les gens vont te regarder, ils vont dire qu'est-ce à chaud déjà, hydrothérapeute, je sais pas ce que c'est, et le côlon encore moins. Parle-moi de ça. Parce qu'hydrothérapeute du côlon, ouais, ça fait un petit peu balnéothérapie pour envahisseur, quoi. Et non, le côlon, non, on parle de ce côlon, on parle pas des colons qui ont colonisé l'Amérique. Hydrothérapeute du côlon, si tu commences à expliquer que ça consiste à mettre un tuyau au niveau de l'anus et tout, là tu vas voir les têtes. C'est pas cool, c'est pas naturel, c'est pas tout ça et tout ce que tu veux. Ouais, pourtant, c'est l'un des métiers les plus importants. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité de matière en putréfaction en permanence dans notre organisme, parce que le côlon devrait être un organe d'élimination et qu'il ne peut plus le faire et qu'on réabsorbe nos propres toxines, les putréfactions et qu'on s'auto-intoxique avec cette endotoxémie. Donc, les végétariens qui passent au végétarisme, ce qu'ils expérimentent, c'est leur état de fatigue réel. Si en plus ils rajoutent des céréales et des légumineuses, ils s'en rajoutent une couche de produits toxiques qui va faire que l'endotoxémie va encore augmenter et c'est juste pour ça qu'ils touchent le mur. Alors après on va me dire ouais le régime végétarien ça marche pas, c'est faux, c'est parce qu'elle est épuisée, c'est parce que la personne est épuisée, c'est parce qu'elle a les intestins complètement encroutés et on le voit très bien d'année en année. Alors est-ce que passer un régime végétarien pour ces personnes est possible? Souvent difficilement, à part de prendre vraiment des soutiens, c'est clair. Par contre, la démarche, c'est certainement pas de se picouser à la B12 et de jouer à ça, mais plutôt de nettoyer tout le milieu intérieur et de faire en sorte que des années après, elles pourront se faire des monodiètes de pastèque, par exemple, sans avoir le moindre problème, quoi. Parce qu'elles seront équilibrées. Le but, le symptomatisme, il nous fait rater l'état de pleine santé. Et je te dis, c'est marrant, ça colle complètement, mais ça, je te dis, ça c'est vraiment le milieu anglo-saxon. Il faut vraiment se méfier. Il y a des intérêts, il y a des luttes d'ego là-dedans qui sont absolument terribles. Ils se tirent dans les pattes les uns les autres et c'est à qui fera le plus de ramdam. Alors effectivement, parler de la vitamine B12, se faire des piqûres, j'avais jamais vu qu'il y en avait un des deux là qui s'était fait des piqûres de vitamine B12. Enfin, je veux dire, c'est de mauvais goût en plus de se piquer à la caméra. Enfin, franchement, c'est limite. Mais ce que je veux dire par là, c'est je vais peut-être venir me faire. Et je vais me faire des hydrothérapies à la caméra. C'est cool ça aussi pour faire le buzz un petit peu. Hein, c'est des idées ça, tiens, pour faire monter l'audimat. Blague à part, on rate encore la cible. On rate encore complètement la cible et ça c'est le gros problème. La cible c'est nettoyer le terrain, permettre une bonne efficacité. C'est pas acter que l'humain est de plus en plus faible, c'est acter que l'humain peut être de plus en plus fort en se nettoyant, en se reminéralisant, en renforçant son biotope intestinal, en retrouvant sa fonction normale de synthétiser de la vitamine B12, en retrouvant sa fonction normale de synthétiser de la vitamine D et en retrouvant sa fonction normale de synthétiser de la vitamine C. On a acté que l'humain n'était pas capable de synthétiser de la vitamine C. Tous les autres animaux peuvent synthétiser de la vitamine C. Je ne comprends pas pourquoi l'humain ne serait pas capable de synthétiser sa propre vitamine C. Moi, je pense que c'est juste parce qu'on a acté un état de dégénérescence globale. Et ça, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors, t'es perdu. Faut-il vraiment s'injecter de la B12 pour être en bonne santé? Je ne pense pas. À la rigueur, à la limite, si tu veux savoir si c'est un problème de B12, même en sublingual, tu vas surcharger l'organisme. C'est pas cool. Faut arrêter de croire qu'un seul produit va nous tirer d'affaire. Ça, c'est une espèce de bonimenteur, de truc de bonimenteur de foire, quoi. Un seul produit. Alors, on va prendre du chrome. Ça va aller mieux. On va prendre de l'acide folique. Ça va aller mieux. Et la santé, c'est le résultat d'un état global. Et c'est pas le résultat d'un apport extérieur, c'est le résultat d'un nettoyage du milieu intérieur qui va le rendre beaucoup plus efficace et qui va nous redonner toutes nos capacités de synthèse. Je veux dire, faut arrêter de croire que c'est, je veux dire, en s'injectant un produit qu'on va arriver à quelque chose. C'est pure folie et c'est attristant de voir que ça existe encore dans le milieu soi-disant hygiéniste et de la santé. C'est vraiment attristant. Mais je te dis, ne va pas regarder. C'est cool les vidéos anglaises. Il y a des trucs super chouettes, mais il y a des trucs extrêmement polémiques juste là pour attirer l'attention. Ça, il faut s'en rendre compte.
Allez, je vais faire mes petits conseils. Qui est-ce qu'il y a qui tient la route? Bon, il y a le docteur Morse qui fait des super vidéos, c'est mon formateur, vous me dire que c'est un coup de pub, mais il n'est pas dans l'idéologie, c'est un physiologiste pur. J'aime beaucoup ce que fait Dan McDonald aussi, il est cool, il est relax, il y croit à fond, il n'est pas dans le culte de l'ego, donc j'aime beaucoup ce que fait Dan McDonald, Life Regenerator sur YouTube, il est vraiment rigolo, il a la patate, un chouette gars. Il y a toutes les recettes là que font Christina, là, je ne sais plus comment elle s'appelle aussi, très style, avec des belles images et tout, enfin voilà, ce genre de truc. J'aime beaucoup le travail que fait mon ami Andrew Perlotte aussi, P-E-R-L-O-T, excellent, qui va pas faire plaisir à bon nombre de crudivores, mais qui est au moins très physiologique. Ça c'est cool. Ok, donc pour la vitamine B12, on en parlait. Normalement, on devrait la produire spontanément dans les intestins. Je ne te conseille pas de te picouser, en tout cas à titre personnel, je n'irai pas m'enfoncer une seringue pour me faire une intraveineuse de B12, certainement pas. La vitamine B12, de toute façon, si tu veux des sources végétales de la vitamine B12, on en a tellement peu besoin, il y en a dans la spiruline. On dit, ah, la spiruline, elle n'est pas biodisponible. C'est faux, il y a 20% à peu près de la vitamine B12 dans la spiruline qui est biodisponible. Il y en a pas mal dans la chlorella aussi. Mais même la spiruline et la chlorella, on n'en a pas vraiment besoin. Il y en a dans les algues. Je crois qu'il y en a dans les algues rouges, hein, la nourrie, la dulce. Il y en a de la vitamine B12. On pensait qu'il y en avait dans la consoude, visiblement il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a dans les intestins. Déjà, nettoyer le système intestinal. La plupart du temps, les symptômes qu'on relie à une carence en vitamine B12 ne sont que des symptômes de fatigue, d'épuisement du système hormonal et n'ont pas grand chose à voir avec la vitamine B12. C'est tout. Toutes les vitamines du groupe B sont importantes et c'est pour ça qu'il faut une abondance de fruits et de légumes. Et il faut bien comprendre que toutes les personnes qui te disent oui, il faut manger de la viande, alors les gens qui ne mangeaient pas de viande puis d'un seul coup qui découvrent qu'il faut manger de la viande, les gens qui ne mangeaient pas de gras qui découvrent qu'il faut d'un seul coup manger du gras, je veux dire, on ne peut pas tirer des conclusions pour tout le monde. Il y a des gens qui vont en avoir peut-être besoin sur le plan physiologique, d'autres non. Et ça, c'est juste connaître pourquoi on fait ça. Je veux dire, le besoin de produits animaux sera d'autant plus crucial que la personne elle est complètement dans les choux au niveau hormonal et au niveau des neurotransmetteurs. C'est-à-dire neurotransmetteurs, c'est-à-dire sérotonine, dopamine, noradrénaline. Noradrénaline produite par les glandes surrénales, le reste produit par les intestins. Donc on en revient toujours au même truc. Système hormonal, système surrénalien dans les choux, intestin complètement congestionné et qui ne fonctionne plus de la manière adéquate. Et c'est tout. Et si on nettoie ça, si on régénère les glandes surrénales, on les soutient, avec un régime adapté à base de fruits, de soleil, de massage, de SMS, hein, sommeil, massage, soleil, de plantes adaptogènes, de racines de réglisse, Yapameu, c'est une super plante tropho-restaurative pour les glandes surrénales, de graines d'ortie, super plante tropho-restaurative, d'éleutérocoque, d'astragale, de rhodiola, d'ashwagandha qui vont bien soutenir tout ça, à la rigueur d'extrait glandulaire, et ça va te remonter la personne hein, si elle n'y arrive pas. Et c'est là vraiment où on va avoir vraiment un système régénéré, c'est pas en rapportant un peu de B12 et puis en rapportant un peu de ceci, de cela, c'est pas comme ça que fonctionne un corps humain. C'est strictement pas comme ça, c'est un global. Alors, excusez-moi, j'ai passé du temps, mais c'est vrai que cette question de la vitamine B12, elle revient sans cesse, et je pense que c'est vraiment important. Question de Christine. Alors là, l'équipe me prévient, c'est des questions qui datent un petit peu, du mois de fin juillet, début août. Ok, bah, je suis désolé. Je vais être bref. Mon fils de 12 ans a depuis sa petite... Mon fils a 12 ans, et depuis sa petite enfance, il mouche énormément. Beaucoup moins maintenant, mais il est rare qu'il puisse se passer de mouchoir. Intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les enfants, au fur et à mesure de leur vie, ils mouchent de moins en moins. Donc, ils sont en meilleure santé. Eh ben non. Parce que d'habitude, ils mangent de pire en pire, ils sont de plus en plus stressés, parce que, bon, avec l'école, on leur met une pression pas possible. Donc, ils sont de plus en plus congestionnés, et pourtant, ça sort de moins en moins. Rythme de vie, épuisement. Pour arriver à faire de la catarrhe, pour arriver à faire de la fièvre, il faut avoir de la force nerveuse. Plus on avance dans la vie, moins on a de force nerveuse, moins on fait de symptômes. C'est aussi simple que ça. Donc on va de plus en plus mal. Ça, c'est vraiment le changement physiologique, psychologique qu'il faut arriver à... Alors, il réside à 70% chez moi, où il ne mange plus ni viande, ni poisson, ni lait de vache, ni gluten. Cool. Un œuf à la coque 1 ou 2 fois par semaine. Du jus pomme, orange, carotte. Chouette. Des féculents, pommes de terre, des pâtes au sarrasin, ainsi que des légumineuses, lentilles, un peu de riz et de quinoa. Il mange un peu de melon, salade verte, graines germées et des fruits à la croque.
poires, pommes, kiwis, bananes, des fruits secs. Difficile d'introduire les légumes verts à part les haricots verts. Ok. Ouais. Son père, chez qui il est le week-end, le force à manger des laitages à base de lait de vache. Ok. J'ai décidé de faire un test d'intolérance alimentaire à partir d'une prise de sang pour avoir un appui médical pour arriver à supprimer le lait de vache. Et je parie qu'ils t'ont dit que tu n'étais pas allergique. Résultat, pas d'intolérance au lait de vache. Et légère intolérance aux œufs de poule, à la levure de boulangerie, au mélange de miel et au soja jaune. Moyenne intolérance au gluten, aux haricots verts, petits pois et poivrons. Grande intolérance aux tomates, aux carottes et aux oranges. C'est génial. C'est absolument génial. Est-ce que ce test a du sens? Ben oui, enfin, c'est comique quoi. Ça a du sens pour faire rire. Que dois-je penser de ces mucus qui ne viendraient pas du lait de vache? J'avoue être dans la confusion. Cela peut-il venir des oranges? Je lui fais un jus d'orange chaque matin depuis très longtemps et depuis peu il commence la journée avec un jus pomme, carotte, orange. Et il est allergique à tout ça, dont 2 ingrédients présentent une intolérance. Alors, je prends encore. Je sens qu'on va se faire des belles questions aujourd'hui. Les tests d'intolérance sont bidons sur toute la ligne. Pourquoi est-ce qu'ils sont bidons sur toute la ligne? Excusez-moi, il élémente les micros. Pourquoi est-ce qu'ils sont bidons sur toute la ligne, les tests d'intolérance? Pour une simple raison. C'est que ce qui fait qu'un organisme réagit à un élément, c'est uniquement, finalement, si l'élément va générer des réactions de nettoyage. Or, les tests d'intolérance ne ciblent pas si c'est une intoxication ou si c'est une détoxination qui va se produire. Les tests d'intolérance, ils testent finalement une activation d'une certaine manière du système immunitaire. Alors ce qu'il faut savoir, premièrement, quand on consomme un produit depuis longtemps, un produit toxique, le corps rentre en tolérance. C'est exactement comme quand on fume une cigarette. Tu fumes ta première cigarette, puis à la fin tu t'avales 10 paquets par jour d'un truc qui est absolument, colossalement un poison massif pour l'organisme, d'accord? Tu es rentré en tolérance, c'est-à-dire que le système immunitaire ne réagit plus. Pour les produits laitiers, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est une entrée en tolérance. Deuxièmement, ton enfant a été testé, alors c'est surprenant, hein, parce que les aliments qui sont physiologiquement adaptés pour l'être humain, c'est-à-dire alors, moyenne intolérance au gluten, bon ça va, haricots verts, petits pois et poivrons, ça c'est physiologiquement adapté à l'être humain, il est intolérant. Grande intolérance aux tomates, aux carottes et aux oranges. Il faut bien comprendre que les tomates, les carottes et les oranges sont des produits qui vont induire un nettoyage de l'organisme et donc une activation du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est tout ce système qui va produire des leucocytes, qui va améliorer la circulation lymphatique, qui va faire qu'il va y avoir une multiplication des macrophages au niveau des ganglions lymphatiques et donc finalement tout le système de nettoyage va s'activer. Qu'est-ce que c'est que le système immunitaire? C'est le système de nettoyage. Donc globalement, tu as dans le test qu'on a fait, on t'a montré que les tomates, les carottes et les oranges étaient extrêmement favorables pour activer le système de nettoyage du corps de ton enfant. Voilà à peu près ce que tu peux en conclure. Il ne réagit pas au lait de vache. Alors, le lait de vache est l'un des poisons les plus violents qu'on puisse avoir sur la planète, avec les produits à base de gluten, les produits céréaliers aussi, parce que tu me demandes d'où peuvent venir ces mucus. Les produits céréaliers, pour certains enfants, c'est déjà beaucoup trop. C'est des cols, même si ce n'est pas des produits à base de blé, c'est déjà beaucoup trop. Je connais bon nombre d'enfants, surtout les enfants qui arrivent maintenant, ils sont déjà tellement fragilisés au niveau du biotope intestinal que les céréales, c'est trop. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait fonctionner à peu près avec les céréales. Si on enlevait les céréales à gluten, ça marchait à peu près de manière adéquate. Maintenant, c'est trop. C'est trop. Pourquoi? Parce que les enfants sont déjà beaucoup trop faibles. Et voilà. Et que souvent, la seule solution pour ne plus les voir avoir autant de mucus qui leur congestionnent toute la tête, c'est de supprimer tous les produits céréaliers, de garder que les légumes cuits, s'ils veulent garder quelque chose de cuit. C'est comme ça. Moi, j'acte l'état de dégénérescence globale. Les mucus viennent certainement du lait de vache, viennent de tous les produits congestionnants, viennent certainement aussi des légumineuses, viennent peut-être aussi des féculents. Les mucus ne viennent... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire les mucus viennent? Qu'est-ce qui favorise l'élimination, l'expectoration? C'est l'activation de notre système de nettoyage. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est tellement englué dans le système symptomatique qu'on a perdu de vue. Le micro il descend. Il taquin.
qu'on a perdu de vue le tableau complet. Qu'est-ce que c'est que le tableau complet? C'est qu'il y a deux stades. Il y a, nous, on ne voit que la sortie de mucus à l'extérieur. Qu'est-ce qui va favoriser la sortie de mucus à l'extérieur? Eh bien, c'est le fait de consommer des fruits et des légumes en quantité. Oui, ça va le favoriser. Donc, si on considère que ça, c'est rendre ton fils malade parce qu'il va avoir une sortie de mucus à l'extérieur, alors effectivement, les carottes, les oranges, les tomates vont le rendre malade. Mais en fait, ils ne le rendent pas malade, ils le rendent en meilleure santé. Pourquoi? Parce que ça favorise la sortie de ces produits. Et d'un. Deuxièmement, qu'est-ce qui cause les mucus à l'intérieur? Qu'est-ce qui cause cette congestion? Ben, c'est tous les poisons, les produits laitiers, les protéines en particulier, tous les produits hautement protéinés. Or, on sait que le lait de vache en particulier a une charge protéique complètement disproportionnée par rapport aux besoins humains. Donc cette charge protéique, elle va être stockée dans l'organisme, entourée d'acides gras, et c'est ça tout ce mucus épais qui va venir entourer les organes, les étouffer, empêcher leur fonctionnement métabolique normal. Et la seule des façons de se débarrasser de ça, c'est d'activer les émonctoires, en activant la fonction rénale, en activant la fonction intestinale, qui prend des mélanges de plantes pour activer tout ça, en permettant la sortie de ces mucus. Mais pour permettre la sortie de ces mucus, eh bien, il faut consommer une abondance de minéraux, de vitamines, de produits chargés d'énergie lumineuse, de produits chargés finalement de vitalité, qui vont apporter un petit peu cette énergie de nettoyage au niveau du corps, et faire en sorte que les gamins ne soient pas complètement épuisés. Donc, commencer un petit peu à penser à leur foutre la paix, au lieu de remplir leur journée de 7 h du matin à 21 h le soir, entre l'école, les devoirs, l'activité sportive, l'activité créative, la musique, le piano, la flûte, la batterie, les cours de cuisine, les cours d'anglais, les cours d'espagnol, les cours de catalan, parce qu'il faut parler catalan, tout le monde doit parler catalan, les cours de... leur foutre un peu la paix. Parce qu'en fait, quand on fait tout ça, on oublie qu'une seule chose, c'est que le meilleur moyen d'apprentissage pour l'enfant, c'est le jeu. Le jeu et l'ennui d'une certaine manière, c'est les seuls moyens de générer la créativité. Alors c'est clair que quand on remplit au maximum, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire des outres pleines d'air, des outres pleines de connaissances, des outres pleines de fatuité, pleines de culture, pleines de références, des choses comme ça, et on peut en faire des êtres humains. Donc arrêtez d'assaillir les enfants avec des apprentissages en permanence, et leur laisser bâtir leur propre apprentissage, les laisser dormir un peu le matin pour qu'ils soient reposés. Et là tu vas voir que ton enfant, il éliminera beaucoup plus facilement. Alors aux yeux du monde, il sera beaucoup plus malade. Il ne sera pas beaucoup plus malade, il sera beaucoup plus en pleine santé. L'important, c'est ce que toi, tu penses faire. Tu as ton enfant 70% du temps, c'est cool, ça veut dire que tu as quand même une prise là-dessus. À titre personnel, les produits laitiers, bien sûr, niet. Les jus de fruits, alors l'orange est très détoxinante le matin. Si c'est handicapant pour lui d'avoir autant de mucus, je ne commencerai pas par un jus d'orange, c'est tout. Mais le jus de carotte, par exemple, est fabuleux, il est beaucoup moins nettoyant. Pourquoi est-ce qu'on dit que les jus de fruits sont plus nettoyants? Ça aussi, on m'a posé la question plusieurs fois cet été quand je me baladais. C'est bon, mais c'est limité, parce qu'il demande moins d'énergie digestive au système. Mais entre nous soit dit, entre un jus de légumes et un jus de fruits, l'énergie digestive, elle est la même. Quelle est la grosse différence entre les deux? C'est que dans les fruits, on va avoir beaucoup de principes astringents, beaucoup de tanins, et on va avoir aussi surtout beaucoup d'acides faibles. Alors les acides faibles, on dit acide, c'est loin. Non, c'est pas mal les acides. Les acides faibles ne sont pas une mauvaise chose. Les acides faibles, parce que quand on dit acide, on n'a rien dit. Il y a des acides forts, il y a des acides faibles. Les acides faibles dans l'organisme, ils ne vont pas du tout déséquilibrer l'organisme ou à peine. Par contre, ils ont une propriété, c'est qu'ils vont venir dissoudre tous les dépôts, toutes les agglomérations de produits toxiques, de déchets finalement, qui étaient un petit peu stockés, qui étaient coincés dans un coin, ils vont venir les attaquer pour les libérer. C'est ça que font les acides des fruits. C'est pour ça que finalement les fruits sont beaucoup plus détoxinants, parce que les acides des fruits, ils vont venir attaquer les dépôts calciques, ils vont venir attaquer les dépôts minéraux, ils vont venir attaquer les dépôts de toxines pour les libérer dans l'organisme de manière à ce qu'ils soient éliminés. S'ils ne sont pas éliminés de manière adéquate, c'est pour ça qu'on va avoir des réactions. Les jus de fruits, simplement, ont cette propriété de par les acides faibles. Voilà le seul truc. Donc, est-ce que ce test a du sens? Non. D'ailleurs, tous les tests d'intolérance, c'est une manne, c'est une arnaque totale. Et la plupart du temps, ils vont renvoyer des résultats aberrants parce qu'on ne mesure que l'activation du système de nettoyage. Or, on connote négativement l'activation du système de nettoyage. On ignore complètement le phénomène d'entrée en tolérance. Alors, moi qui étais content de lui faire manger de la carotte par le biais des jus, tu peux, ça me semble contradictoire avec ce que je suis en train de lire. Ouvrage de Norman Walker qui loue la carotte. Ouais, Norman Walker, il se shootait à la carotte. Et Norman Walker, il tenait la route. Donc, effectivement, non, mais...
Ah, tu m'as réécrit après. Je viens de montrer les résultats du test à mon fils, il a rigolé, il a dit ils sont fous. Eh ben il est cool ton fils, c'est un mec à la cool, il a tout compris. Ces mucus sont présents depuis sa toute petite enfance, je l'ai allaité jusqu'à ses 6 ans et demi. Oh, mais ça c'est de ta faute, c'est de ta faute. Si ton enfant est déminéralisé et s'il a du mucus, c'est parce que tu l'as allaité. Non, blague à part, mais ça c'est le truc qu'on nous sort actuellement. Et il n'a pas eu de lait de vache pendant ses 2 premières années. Ah, tu l'as allaité jusqu'à ses 6 ans, je n'en buvais pas non plus. Je me demande donc si cette production de mucus n'aurait pas été provoquée par le vaccin d'été polio. Non, le seul vaccin qu'il ait eu, et je songe à lui donner une isothérapie. Ouais, non, ça serait une très bonne idée, certainement. Penses-tu que c'est peine perdue? Non, 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 à essayer. Je m'amuse à faire des apéros végétaux quand je fais un vernissage d'exposition de mes peintures ou des portes ouvertes à mon atelier. Et c'est impressionnant comme toutes les personnes sont ravies de ne pas avoir d'alcool et de goûter tous ces jus si colorés. Du coup, je vais introduire les jus dans un bar associatif de ma ville dès la fin de l'année. C'est où ta ville? C'est où ta ville? Ah yes, à Marennes, 17 320 Marennes. En tout cas, là, tu nous as envoyé, ouais, c'est un peu tard là, un truc, porte ouverte de l'été à la Petite Galerie, peinture et création d'artistes. Donc j'imagine que tu es dans ce coin-là. Apéro végétal à 18h30, donc c'est 29 rue Régnier à Marennes, 17 320. Excellent. Musique acoustique, apportez vos instruments. Trop bon, trop bon. Trop bon. Donc c'était Christine. Bon voilà, j'espère que j'aurai répondu à tes questions. On en est où là au niveau de vidéo? On a déjà passé un petit temps. Allez, pic de cortisol et assimilation. On va pas faire une vidéo questions-réponses trop longue cette fois-ci, on en prendra d'autres après. J'ai toujours un doute sur l'assimilation des nutriments se trouvant dans les plantes ABC, dans l'eau de Quinton et dans les jus avant 9 h. Le matin, pic de cortisol. En gros, ma question, est-il efficace de prendre les plantes ABC, l'eau de mer ou même les jus entre 6 h et 9 h du matin? Il semblerait que non, mais je voudrais être sûr car le travail d'assimilation pour ce type de produit est minimal à mon avis et ça pourrait très bien être tout de même efficace. Mais ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que le fameux pic de cortisol. Alors, le pic de cortisol, déjà, est-ce qu'il a lieu? Parce que chez la plupart des personnes en fatigue chronique, il n'a pas lieu. Donc déjà, si tu es en fatigue chronique, même pas la peine de le considérer. Le pic de cortisol, il concerne surtout l'assimilation des sucres. Quand on parle des plantes ABC de la nature, l'eau de mer de Quinton, bon, les jus, oui, il y a beaucoup de carottes, des choses comme ça, mais bon. Le travail digestif pour des jus est quand même relativement limité. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. Si tu as envie de prendre des jus, si physiologiquement ça te va, si tu sens cet appel vers ça, ok. Le truc du pic de cortisol, c'est de ne pas commencer à faire des gros déjeuners de fruits le matin, de ne pas commencer à faire des gros trucs le matin, et particulièrement pour les personnes qui sont en fatigue chronique, pensez à ramener un petit peu de sodium. Voilà, c'est ça l'histoire quand elles n'ont plus de cortisol. Mais non, c'est des produits pour lesquels le travail d'assimilation, c'est une question de Vincent, n'est pas extrêmement fort. Si c'est le seul moment où tu peux les prendre, franchement, ne te pose pas de problème. Enfin, à mon avis, ne te pose pas de problème. Question de contraception. C'est signé Audi. En tout cas, tu signes Audi. Hein. Voilà, je vais prendre Audi. Bonjour Thierry et toute l'équipe. Ma question concerne les méthodes contraceptives hormonales. Ah, je sens qu'on va faire des bons sujets aujourd'hui. Et j'aimerais savoir s'il y a un moyen par le biais des aliments pour pallier les effets secondaires tels que maux de tête, prise de poids et troubles de l'humeur. Tu prends la progestérone, toi, ou quoi? Je fais personnellement des injections trimestrielles contraceptives de progestérone. Voilà. Mais j'ai beaucoup de mal à gérer, surtout l'irritabilité et les maux de tête. J'imagine que ces hormones doivent perturber l'organisme? Non. Bah si. Sans contraception, c'était pourtant pire. Ouais. J'ai tenté l'expérience pendant quelques années, j'avais de plus en plus de problèmes d'humeur et de maux de tête, de fortes douleurs. Merci d'avance pour votre réponse et j'attendrai volontiers septembre pour la recevoir si vous avez une idée sur la question. Ouais, j'ai une idée sur la question, je te remercie si tu as attendu. Mon gynéco allait de dire que c'est le propre des femmes d'avoir ces petits problèmes. Bah oui, c'est normal d'avoir les dents dans l'état où on est, c'est normal. Et les histoires des propres de femmes, surtout au niveau du système hormonal, par exemple, c'est rigolo parce que j'en ai parlé beaucoup au niveau de la ménopause, et la fameuse ménopause. C'est normal d'avoir la ménopause à 40-45 ans. Ouais. Sauf que comment tu expliques que des gens qui avaient une ménopause à 40-45 ans prennent un régime physiologique, commencent à se reposer et reprennent des menstruations à 52 ans?
c'était pas si normal que ça. Hein. Y aurait-il un truc qu'on nous aurait caché? Alors déjà, pourquoi est-ce que tu as mal à la tête? La progestérone, alors les oestrogènes, ils dilatent les veines, d'accord? La progestérone, elle contracte les artérioles. Donc si ça contracte les artérioles, ben, ça crée des maux de tête. Ça, c'est automatique, un énorme migraine due à la progestérone. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a dans le corps des équilibres très fins entre progestérone et... Pardon, entre progestérone et oestrogène. Okay, si tu balances de la progestérone en dose massive, il y a un déséquilibre profond. Deuxièmement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la progestérone est le précurseur d'énormément d'hormones surrénaliennes. Le cortisol est issu de la progestérone, l'aldostérone est issu de la progestérone, la testostérone est issue de la progestérone. C'est pour ça que des fois les femmes qui se font des grosses injections de progestérone, mais elles commencent à avoir un hirsutisme, des poils partout. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de progestérone qu'il y a une perturbation du fonctionnement de la glande surrénale et effectivement elle commence à produire beaucoup trop de testostérone et elle commence à avoir du poil un peu partout. Hirsutisme des femmes. Les choses aussi à savoir, c'est que la progestérone, alors c'est au niveau de l'endomètre, je crois, elle génère la production d'un produit qu'on appelle la MAO, l'enzyme monoamine oxydase, je crois, le MAO, l'enzyme monoamide oxydase, MAO, c'est ça, monoamide oxydase. On constate que des forts taux de progestérone, donc un déséquilibre dans le sens de la progestérone, génère au niveau de l'endomètre la sécrétion de cette enzyme-là, qui perturbe complètement la production de sérotonine et de dopamine, en tout cas les cycles de la sérotonine et de la dopamine. Qu'est-ce que ça veut dire? Welcome depression et humeur nauséabonde. C'est comme pour la vitamine B12. Quand on balance de façon massive dans le système un produit isolé, il y a toute une cascade de réactions qui est absolument incontrôlable, dont on ne sait pas grand-chose, et qui va venir déséquilibrer le système de manière totalement déraisonnable. Si on balance des oestrogènes en quantité, on va avoir une acidification massive, on va avoir des douleurs menstruelles très importantes, on va avoir des douleurs mammaires très importantes. Pourquoi? Parce qu'on balance une espèce d'hormone de croissance des caractères sexuels secondaires chez la femme. Donc ça pousse et ça fait mal. Si on balance de la progestérone en dose massive, on a de la dépression, on a un déséquilibre de toutes les hormones surrénaliennes, cortisol y compris. Visiblement, tu me dis que tu avais des maux de tête, déjà pas mal. C'est donc au niveau intestinal, c'était pas jouasse. La progestérone ne fait que aggraver la chose. C'est catastrophique les injections de progestérone, mais de toute façon même les pilules progestativation comme on dit, les cellules à base de progestérone. Voilà. Les cellules contraceptives à base de progestérone sont un petit peu du même type. Ça perturbe tout le cycle hormonal, effectivement, et tout le cycle hormonal, je te dis, la progestérone est un précurseur. Dans les glandes surrénales, dans le cortex surrénalien, on part du cholestérol, il y a l'élaboration d'une première hormone qu'on appelle la prégnénolone. La prégnénolone, j'y suis arrivé, yes. La prégnénolone, et bien après, elle donne naissance. Bon, on peut avoir directement un peu de DHEA qui est produite à partir de la prégnénolone, mais la plupart du temps, on passe par la progestérone et là, on produit toutes les hormones corticostéroïdiques, cortisol, aldostérone, testostérone, même des oestrogènes sont produits directement à partir de la progestérone. Donc en fait, même quand tu prends la progestérone en supplémentation, ça va conduire à une surproduction d'oestrogènes de toute façon par tes ovaires pour rééquilibrer tout ça. Donc en fait, c'est la cata au niveau de l'organisme. Beaucoup de troubles dépressifs à cause de cette monoamide oxydase qui induit des gros troubles dépressifs. Ça, je l'ai vu très fréquemment chez les femmes. J'avais en plus des problèmes d'humeur et des maux de tête, de fortes douleurs. Donc là, ça cible toute la sphère digestive. Il n'y a pas de secret. Voilà un petit peu ce que je peux t'en dire. J'espère. Alors, qu'est-ce que je ferais à ta place? Oui, parce que tu me demandes, ça c'est l'analyse.
J'aimerais savoir s'il y a un moyen par le biais des aliments pour pallier les effets secondaires tels que maux de tête, prise de poids et troubles de l'humeur, irritabilité. Bah non, parce qu'en fait, le seul moyen, c'est d'arrêter la progestérone. Je fais... Bon, alors soyons clairs, la contraception hormonale pour moi est une catastrophe. Ça c'est clair, la contraception hormonale est une catastrophe. Le fait que la responsabilité de la contraception repose que sur les femmes est une anormalité. C'est absolument anormal. C'est quelque chose qui doit être géré dans le couple et non pas uniquement par les femmes. Donc ça c'est complètement anormal. C'est encore un truc qui vous a été imposé. Il ne faut pas acter ça du tout. La consommation de progestérone sous forme massive induit une carence en oestrogène relative par rapport au fort taux de progestérone et donc c'est catastrophique au niveau global parce que les oestrogènes jouent surtout le fonctionnement de la glande thyroïde. Si on a trop de progestérone, ta glande thyroïde elle va ralentir, tu vas prendre du poids et ainsi de suite. C'est classique, tu vois, prise de poids, voilà. Prise de poids, c'est ralentissement de ta glande thyroïde par trop grand surdosage de progestérone. Qu'est-ce que tu peux y faire? Moi, déjà, j'arrêterai la progestérone, je gérerai la contraception en couple et je nettoierai toute la sphère intestinale parce que d'après moi, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Je gérerai vraiment la sphère intestinale et tu verras que tes problèmes d'irritabilité, de maux de tête, ils se résoudront d'eux-mêmes. On prend celui-là. Merci Thierry, on va terminer par ça. Ah, un message gentil, il n'y a plus de problème. Je tenais à te remercier. C'est un message de qui? Laetitia, oh Laetitia, je tenais à te remercier du fond du cœur pour tes vidéos, tu ne peux pas imaginer la portée de ton message. Mon fils de 5 ans faisait des laryngites à répétition, traitement corticoïde tous les 15 jours, avec des fréquentes crises, prise de poids incroyable. Depuis 2 mois, plus de produits laitiers, et le miracle, plus rien. Je croise les doigts pour que ça dure. Merci. Une maman et un petit garçon reconnaissants. Et enfin, regardez, même simplement en supprimant les produits laitiers. Bon, j'imagine que tu as fait autre chose aussi un petit peu. Mais simplement en arrêtant les produits laitiers, le gamin, il est hors corticoïde. C'est trop bon. Et des miracles comme ça, des témoignages comme ça, moi, je vais en voir des tas. On va s'arrêter là pour ce matin. On va essayer de faire des questions-réponses un tout petit peu moins longues. Enfin, on en fera aussi des marathons, ne vous inquiétez pas. Mais là, actuellement, on va essayer de les faire un petit peu moins long. Pas mal, là, on avait des sujets, là, la B12, c'est un bon sujet, là, finalement, c'est arrivé comme ça. Se rendre compte qu'en fait, de toute façon, dès qu'on apporte de façon massive un produit dans le corps humain, on le déséquilibre. Vraiment, c'est... En anglais, ils ont une expression, ils appellent ça les vendeurs d'huile de serpent, je ne sais pas pourquoi, snake oil. La snake oil, je pense que c'était avant, il devait y avoir des gens qui faisaient le tour des villages et qui vendaient des huiles qui guérissaient tout, vous savez, à base de venin de serpent ou des choses comme ça. Et il faut se méfier, il y a des modes basées sur la peur, basées sur des intérêts financiers, basées sur des incompréhensions complètes de la physiologie du corps humain. Tout ne fonctionne que par équilibre dans un corps. Quand on lui amène de façon massive un produit, on déséquilibre tout le reste. Je veux dire, ça, il n'y a pas photo. Si vous amenez de façon massive, alors dans certains extrêmes cas, peut-être que ça peut avoir du sens, mais il y a toujours des effets secondaires, un coût, et ce coût, il faut le mesurer. C'est juste ça auquel je vous indique. Mais alors, balancer de la vitamine B12 en surquantité dans le système, balancer de la progestérone en surquantité dans le système, d'après moi, c'est la colossale erreur. Vraiment colossale erreur. J'espère vraiment qu'au travers de ces vidéos, vous arrivez à comprendre que finalement, on n'a qu'une vision partielle du fonctionnement physiologique du corps humain. Et on en joue aux apprentis sorciers en balançant des quantités. On mesure que de la vitamine B12, il y en a moins. On mesure que si, que ça. On s'est rendu compte qu'en balançant de la progestérone, eh bien, on avait finalement une suppression des règles. Ok, mais on a une suppression des règles, pourquoi? Parce qu'on est en sous-oestrogénie. Ouais, mais les oestrogènes, ils servent à quoi dans le corps? Ils ne servent pas simplement à casser la paroi de l'utérus pour provoquer les menstruations. Ils servent au fonctionnement de la thyroïde, ils ont un rôle essentiel dans les processus cognitifs. Donc si on est en carence, en sous-production d'oestrogène ou en déséquilibre d'oestrogène par rapport à la progestérone, c'est toutes ces fonctions-là qui vont être déséquilibrées. Et ça, on ne le mesure pas. Donc on joue aux apprentis sorciers en permanence. Vraiment, je vous encourage à revenir vers quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'en prenant des aliments crus, entiers, et contrairement à ce qu'on dit, des fois on me dit oui mais les jus ça concentre. Non, les jus ça ne concentre pas. Pour concentrer un produit, il faut enlever de l'eau. C'est le seul moyen de concentrer un produit. La déshydratation concentre et les jus ne concentrent pas. Les jus ne font qu'enlever des fibres. Mais en revenant à des produits qui sont pris dans leur totum, c'est-à-dire qu'ils apportent une quantité de minéraux et de vitamines qui est équilibrée, qui est à traiter par le corps. Qui plus est,
quand on passe directement par la voie intestinale, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de régulation qui vont être en place, on ne risque pas, comme avec la voie par exemple intramusculaire, eh bien, de court-circuiter ces mécanismes de régulation. Et pour moi, c'est la seule façon. Il n'y a pas de chemin de raccourci vers la santé. Il n'y a pas de pilule miracle qui va apporter la santé. La santé, elle vient d'un fonctionnement adéquat du corps humain tel qu'il a été créé. C'est uniquement ça. On a toutes les fonctions en nous. Et vraiment, vraiment, je souhaite de tout cœur voir que chacun d'entre nous s'approprie ce message, le fasse fonctionner à son échelle, à l'échelle de la famille, comme ce petit-là qui a plus de corticoïdes alors qu'il était gavé de corticoïdes. Ça, c'est magnifique, ça, c'est beau, ça, c'est des belles nouvelles. Et de porter ce message, porter encore et encore, parce qu'il y a une soif, il y a un besoin qui est colossal. Et il y a du taf pour tout le monde, il est colossal. Merci à tous ceux qui peuvent s'approprier ce message, le faire fonctionner, le confronter, aller vérifier, aller y ajouter des notions. Toute personne qui a des connaissances particulières, rajoute son poulet. Et à nous tous, on va vraiment élaborer quelque chose qui nous permettra d'avoir une vision cohérente, réelle, non pas dans l'idéologie, mais réelle du fonctionnement du corps humain et de répondre à la plupart des difficultés. Non pas pour enrichir telle ou telle frange de la population, mais simplement pour arriver à avoir des individus qui fonctionnent de manière adéquate pour une seule et bonne raison, c'est qu'on devrait complètement oublier notre biologie et notre alimentation pour arriver enfin à ce qui est la fonction normale de l'être humain, c'est servir, 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 servir encore, créer et servir, créer. Alors créer, élaborer, on va dire, pas créer, élaborer et servir, 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 servir. Bienveillance, service, don, soin à l'autre, c'est ça notre fonction. Pour ça, il faut être retapé. Bonne régénération.